suis ravi d'intervenir pour vous sur ce sujet-là qui me tient plutôt à cœur. C'est un sujet en fait que j'avais pas, qui n'avait pas abordé, qui avait pas traversé mon esprit dans mes jeunes années d'entraîneur. Et puis plus les années passent et plus je me dis que ça devient un sujet fondamental. Donc je vais essayer de vous partager mon expérience. Le propos un petit peu de cette intervention, c'est d'arriver finalement à vous filer quelques clés sur un partage d'expérience. C'est pas la vérité absolue. Je suis pas du tout un psychologue, un fin psychologue, mais en tout cas, j'ai un petit peu d'expérience sur la gestion des équipes et notamment chez les jeunes. Donc, je vais essayer de vous partager un petit peu ce que moi j'ai vécu et puis les outils que j'ai pu utiliser au cours des équipes, enfin, de l'encadrement des équipes que j'ai pu avoir. Euh, le partage d'écran, comment ça se passe, Vincent? Je ne sais pas ce que vous voyez. Là, on voit la première slide de ton diaporama, de ton PowerPoint, et puis à gauche, on a les miniatures. Donc, a priori, là, tu es passé en plein écran. Ouais, ok. Bon, bah, je vais partir comme Mhm. ça. Je ne vois pas du tout ce qui se passe à côté, mais c'est pas bien grave. Essaye de nous dire aussi quand tu changes de slide, comme ça, on sait si on a un temps de décalage et si on est bien sur la bonne slide. Là, je suis passé sur la slide de présentation personnelle. Moi, j'ai toujours la première. Donc, ça va arriver, Ça hein, y est, normalement. je l'ai. Ouais, donc, il y a un petit C'est bon, je décalage. l'ai. Il y a un décalage de 4 ou 5 secondes. Voilà. Ouais. Bon, bah, je vais On déjà. vient de ta- Tu m'interpelles hein, s'il y a besoin et si techniquement il y a des choses qui ne se passent pas correctement sur le Ok, PowerPoint. ça marche. Voilà, Pas de donc moi soucis, ça roule. Je suis Sébastien, donc je travaille pour la fédération depuis 99, maintenant 98 même. J'ai démarré, je suis originaire de Champagne-Ardenne, où j'ai commencé en tant que CTF, les fameux emplois jeunes. J'ai travaillé 9 ans là-bas. Euh, et puis après, je suis parti dans Lyon, à Auxerre, voilà, dans un département en Bourgogne, où en fait, sur ces deux postes-là, j'ai été responsable de trois axes prioritaires. La première, c'est les sélections, donc départ, région, puis même des sélections de zone, où je suis intervenu sur les sélections de zone. Euh, la formation des cadres, donc l'animateur, l'initiateur, et puis les formations régionales en tant qu'intervenant. Et puis j'ai été aussi coordinateur du BPGEPS APT et Sportco dans Lyon, à Formation Sport 89, qui était une antenne du CFA de Bourgogne. Et puis je gère aussi le développement. Euh, Parallèlement, donc, et puis depuis cet été, en fait, j'ai été recruté par la Ligue de Bretagne pour m'occuper de l'Institut régional de formation. Voilà, depuis septembre, avec des conditions qui sont actuellement pas très optimum et pas très faciles. Parallèlement à mon travail, en fait, j'ai toujours coaché en club. J'ai été responsable technique dans un club où je me suis occupé un petit peu. J'ai pris le club au plus bas de l'échelle et puis on a réussi à monter toutes les équipes en région. Après, quand je suis arrivé dans Lyon, je me suis occupé d'un club qui s'appelle Moneto, où on a fait un petit peu de championnat de France et puis on a monté également toutes les équipes en région. Voilà. Et encore parallèlement à ça, ou aussi quelquefois dans le cadre de mon travail, moi j'aime beaucoup le partage en fait. Et en fait, je viens d'un tout petit département et dans mon tout petit département, j'étais le seul technicien. Donc en fait, je suis passionné de partage de partage technique, on va dire. Donc j'ai animé une page qui s'appelle toujours d'ailleurs le groupe technique Young Basketball, qui m'a permis d'ailleurs d'être repéré à l'IRFBB. Et puis maintenant, je m'occupe de la Brest Basket Coach avec mon collègue Julien Demeret et mon CTS François Brisson. Et puis, j'ai une troisième expérience. En fait, j'ai fait un voyage d'études avec la Fédé il y a 2 ans et j'ai rencontré un entraîneur slovène en Slovénie et j'ai traduit un bouquin qui s'appelle 500 Basketball Drills. Je vous en parlerai à la fin. Voilà, donc, un petit peu pour mon cursus. Euh, bon, l'idée de la motivation, au final, ça va être assez compliqué de traiter un peu tout le sujet en 1 heure. C'est un sujet qui est très vaste, évidemment. L'idée quand même, c'est d'arriver à filer des clés. C'est pas quelque chose qui est aussi facile que ça.
l'ancienne école, au final, disait, bon, bah, les gens viennent, ils sont motivés, la vieille garde disait, ceux qui ne sont pas motivés, tant pis, j'en prends d'autres, quoi. Ou alors je travaille avec d'autres personnes. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça, puis qu'on a aussi des gamins qui évoluent beaucoup maintenant et qu'on a besoin d'aller chercher au final. Vous le verrez peut-être avec les nouveaux BF et puis avec les nouvelles moutures, le nouveau format des brevets fédéraux et puis plus tard du CQP, mais en tout cas, on est obligé d'aller chercher les gens. Donc l'idée, c'est quand même, si on peut définir un petit peu la motivation, c'est un ensemble de facteurs qui déterminent l'action et le comportement d'un individu pour atteindre un objectif et réaliser une activité. D'accord? Bon, je vous passe les détails, mais et puis motiver, c'est en fait créer chez quelqu'un les conditions qui le poussent à agir et faire qu'il éprouve de bonnes raisons à agir. Donc en fait, on verra pendant l'exposé qu'à mon sens, on peut déclencher un petit peu de motivation et on peut à contrario, très très vite la dégrader. Voilà. Donc il y a des écueils à éviter. Je vous ai mis cette chose-là que je trouvais assez pertinente pour comprendre qu'en fait, il y a trois types de motivation. Il y a la motivation, c'est je suis pas motivé, j'ai vraiment pas envie de le faire. Souvent, je peux être contraint. Il y a la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, sans rentrer dans les détails, je vous laisserai le PowerPoint après, je l'ai déjà transmis à Vincent, mais en gros, c'est la motivation qui va venir plutôt de l'extérieur. C'est ce qui va me donner envie de l'extérieur. Et la motivation intrinsèque, c'est la motivation que je vais avoir dans mon background, dans mon envie personnelle et par rapport à mon expérience. Après, en ayant lu quelques ouvrages sur le sujet, je me dis que la motivation extrinsèque, vous vous rendez compte que c'est presque 70% de la motivation et que la motivation extrinsèque, c'est 30% de la motivation totale. D'accord? Donc, en fait, nous, on ne va pas pouvoir agir, à mon sens, beaucoup sur la motivation. On va avoir un curseur qui va être à peu près de 30%, je pense. C'est-à-dire qu'on va pouvoir transcender de 30% la motivation des gamins ou des joueurs qu'on va avoir. En tout cas, avec les expériences que j'en ai fait, moi, je m'aperçois que le background, il est vraiment important. C'est pas un hasard, par exemple, si dans le basket, on a beaucoup de fils d'eux. Ça veut dire qu'ils baignent un petit peu dans le contexte de basket. On pourrait prendre des exemples, hein, Nicolas Batum, Tony Parker, Boris Diaw. On a beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont issus d'un background basket ou d'un background sportif. Voilà. Evan Fournier avait deux parents qui étaient issus du haut niveau et ils ont été baignés dans cette culture-là. Et du coup, on pourrait quand même considérer que c'est générateur de motivation. Pour autant, il y a des gens qui n'ont pas de background et qui arrivent quand même à prouver ou à mettre une grosse motivation. Moi, je pense en tout cas, avec l'expérience que j'en ai, que le plaisir, c'est quelque chose de central dans la motivation. Ça veut dire que plus on prend de plaisir, à mon sens, et plus la motivation, elle est grande, plus j'ai d'appétence à revenir et à faire des efforts. Maintenant, quand on parle d'efforts, je pense que c'est le projet, en tout cas de ce que j'ai constaté moi sur les sélections, je pense que le projet, il est vraiment central dans la motivation. Et quand on n'a pas de projet, on a du mal un petit peu à sortir de sa zone de confort. Donc, je me dis que le background, le projet et le plaisir, c'est pas exhaustif, il y a forcément d'autres paramètres qui interviennent, mais en tout cas, ces trois axes-là, ils me paraissent vraiment intéressants pour générer de la motivation. Du coup, je pense qu'en saison, ou avant la saison, on a quand même un gros travail préparatoire à faire sur la connaissance de ces joueurs. Ça veut dire que pour les motiver ou pour arriver à déclencher des cercles vertueux dans la motivation, si on ne connaît pas ces joueurs, je ne vois pas comment on peut interagir là-dessus. Et si on prend toujours la même méthode et qu'on utilise toujours la même méthode, quelles que soient les équipes, au final, on aura des années où on aura des groupes motivés, puis des années où on aura des groupes pas motivés. Moi, j'ai rencontré ça souvent sur les sélections où je me disais, putain, les gamins, cette année, ils ne sont pas motivés. Mais en fait, ils utilisaient tout simplement pas les mêmes ressorts. Voilà. Donc, l'idée, c'est, à mon avis, de faire des entretiens préalables, on en parlera un peu plus tard, des réunions pour communiquer et interagir en fait avec ces joueurs. On peut utiliser des tests. Alors, il y en a 1 million hein, de tests de motivation. Ça peut être des tests sur le terrain, ça peut être des tests. J'essaierai de vous donner des billes par rapport à ça.
La pré-saison, elle est fondamentale puisqu'elle, à mon sens, elle construit les fondements du fonctionnement d'équipe, donc de la cohésion de groupe, qui va être aussi assez centrale dans la motivation. Et c'est là où vous allez, à mon sens, construire un petit peu les règles de fonctionnement et du coup fixer des objectifs aussi et puis arriver à créer un cercle vertueux autour de la motivation. Et puis souvent, on a souvent ça un petit peu dans l'inconscient, dans notre inconscient, c'est qu'on a tendance à dire l'équipe qui bringue un petit peu ou qui fait la fête un petit peu et qui s'entend super bien sur le terrain, eh ben, c'est une équipe qui sera plus enclin en fait à avoir des résultats. On peut parler des Barjots par exemple au handball, on peut parler de la génération Parker par contre qui s'entendait vraiment beaucoup dans l'extra basket. Donc on peut peut-être aussi interagir et créer des moments d'extra basket qui vont permettre au groupe de se souder et du coup générer de la motivation. Du coup, l'idée, c'est de déterminer, avec cette connaissance des joueurs, qu'est-ce qui leur procure du plaisir. Ça, c'est important. C'est d'arriver à savoir en quoi ils prennent plaisir. Et vous verrez qu'au final, on s'aperçoit que chacun ne tire pas du plaisir de la même chose. Voilà. Kenny en a parlé un petit peu tout à l'heure. Là, j'ai écouté la fin de son exposé. Il disait qu'il y a des gens qui vont s'accomplir dans des tâches, il y a des gens qui vont s'accomplir dans le fait d'être ensemble, et puis il y a des gens qui vont s'accomplir dans le fait de gagner et de briller, voilà, par exemple. Et puis la deuxième chose, c'est de déterminer le projet, en fait. C'est-à-dire qu'en fonction de la connaissance des joueurs et de leur capacité aussi, parce qu'il y a ça qui va être important à prendre en compte, on peut déterminer un projet. Et puis déterminer aussi, savoir quel est leur projet à eux. Pourquoi tu viens? C'est souvent la question qui va être importante dans les entretiens d'ailleurs. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Voilà. L'idée de tout ça, au final, ça doit vous apporter à comprendre ou à déterminer des profils de joueurs. Alors je sais que c'est un peu complexe, c'est un peu fastidieux, mais on l'a dit juste avant, enfin je l'ai dit juste avant, en fait, chaque joueur ne marche pas de la même manière, donc on a des profils différents. Et si on a des profils différents, on aura des gestions différentes de ces profils. Dans le travail préparatoire, là j'ai changé de slide, est-ce que c'est bon Vincent? Ouais, nickel. Donc j'ai beaucoup travaillé avec Vincent, en fait, on a travaillé ensemble longtemps en Bourgogne sur les sélections régionales. Et en fait, on s'est aperçu, Vincent pour en témoigner, que plus on faisait des entretiens qui étaient aussi préparés et ciblés, et plus on arrivait à faire adhérer des gamins au projet. Et en fait, les sélections, on les a sur des temps très très courts, et on s'aperçoit que si on communique très tôt avec eux et qu'on arrive à être très vite dans la communication, on arrive très vite à gagner du temps sur les contenus. Donc, moi, en fait, en tout cas, en club, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours fait une ou deux réunions de pré-saison. L'idée, c'est de faire une réunion en fin de saison où on prépare déjà la saison d'après. Donc, grosso modo, on fait une réunion au mois de mai et une fois que la saison vient juste d'être terminée, pour connaître les intentions de chacun et puis faire un petit peu un bilan et on fait des perspectives, on prépare les perspectives de la saison d'après. Après tout ça, une fois qu'on a fait ça, moi je faisais des entretiens pour commencer à travailler sur le rôle qu'on allait attribuer à chacun des joueurs, peut-être, et puis sur le projet un petit peu qu'on envisageait. Mais vous verrez que le projet, on l'envisage, mais au final, c'est quand même les joueurs qui sont acteurs. Ensuite, je faisais une réunion de début de saison. La réunion de début de saison, je la faisais, alors si j'avais des jeunes, je mettais les dirigeants et puis je mettais aussi les parents pour expliquer les règles de fonctionnement. On reviendra un petit peu dessus tout à l'heure pour dire ce qu'on fait, puis après on s'attellera à faire ce qu'on a dit. Deuxièmement, on fait des entretiens intermédiaires. L'idée, c'est qu'une fois que la saison elle est bien entamée, une fois qu'on a déjà expérimenté le fonctionnement qu'on a mis en place, je pense que c'est quand même intéressant de faire un point d'étape pour voir comment les joueurs se sentent, comment ils appréhendent le fonctionnement et comment ils appréhendent déjà les résultats et la gestion de l'équipe qui a été mise en place. Comment ils se sentent à l'intérieur du groupe, ça c'est essentiel pour moi. Et puis on a des réunions spécifiques ou des réunions de crise. Donc ça arrive souvent, ça arrive de temps en temps dans la saison et je pense que c'est quand même
important. Moi, je travaille beaucoup dans le basket féminin et on sait bien que le basket masculin, pour nous, et en tout cas, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il était différent du basket féminin parce que les filles, ça pouvait être un peu plus lancinant. Et en tout cas, ces réunions de crise, elles permettaient d'éteindre des feux très, très vite, de rassurer des gens, de recadrer des gens aussi et de se dire les choses qu'on ne comprend pas toujours parce qu'on est un peu tête dans le guidon sur la programmation technique ou tactique. Ensuite, les entretiens de fin de saison, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est essentiel aussi de s'auto-évaluer, me semble-t-il. Il ne faut pas avoir peur aussi, il ne faut pas que les joueuses aient peur à un moment donné de vous évaluer et de dire, ben, tu vois, quand tu m'as dit ça, ça m'a blessé, ou le fait d'avoir été cantonné à ce rôle-là, bah, par exemple, je ne me suis pas retrouvé dans le projet. Et ça, c'est important pour pouvoir ajuster, en fait, la gestion humaine. Voilà. Et les entretiens, donc après les entretiens de fin de saison, on fait une réunion de bilan. Voilà, donc ça pour moi, ces entretiens-là, en tout cas, je vous dis encore une fois, pour l'avoir vécu dans d'autres structures, ça me semble vraiment central et essentiel. Alors, troisième slide. Donc ça, l'idée, c'est de rentrer un petit peu dans le profil des joueurs. Et sur le profil des joueurs, en fait, j'ai fait de longues recherches et puis j'ai utilisé en fait deux modèles. Il y a un premier modèle qui s'appelle ComColors, que vous connaissez peut-être. Je sais que la Ligue d'Île-de-France utilise beaucoup ce format-là. Et moi, j'avais lu des ouvrages et on a fait intervenir quelqu'un qui s'appelle Eric Goffic. Vous pourrez retrouver un petit peu les vidéos, parce que je les avais mis en ligne à l'époque sur YouTube, sur des couleurs en fonction des profils. Voilà. Et en fait, c'est assez fastidieux. J'ai trouvé ça passionnant. J'ai trouvé ça vraiment intéressant pour trouver les leviers qui permettaient d'interagir sur les profils des joueurs. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de profils. Et puis en arrivant en Bretagne, mon collègue François Brisson, qui a été assistant de Pierre Vincent là, pendant une dizaine d'années en équipe de France, donc a une grosse expérience, m'a montré ce modèle-là que je trouve vraiment passionnant, qui s'appelle la taxonomie de Bartle. Qu'est-ce que c'est que la taxonomie de Bartle? En fait, Bartle, c'est un concepteur de jeu. Et en fait, tout ça, ça a été créé autour de la gamification des jeux, c'est-à-dire comment faire adhérer des joueurs à des jeux vidéo. Et pour ça, en fait, il a créé des profils de joueurs. Il s'est aperçu qu'il y a des joueurs qui étaient en fait intéressés par différentes choses. Et du coup, il a créé une grille. Donc, il y a un test que je vous ai mis ici, que vous irez voir. Donc, je ne sais plus si c'est en anglais, je crois que c'est en anglais, hein, celui-là. Mais en tout cas, il y a des tests où on répond à des questions et ça nous permet de déterminer les profils de joueurs. Voilà. Donc l'idée, c'est de susciter l'intérêt pour, par rapport aux jeux vidéo, créer une forme d'addiction. Voilà, donc si on le détourne, nous, l'idée, c'est d'arriver à comprendre les profils pour que chaque joueur ait en fait la capacité de s'engager dans l'activité qu'il va faire. Voilà. Donc du coup, l'idée, c'est de trouver qu'est-ce qui pousse les joueurs à s'engager. Donc, les 4 profils qui ont été déterminés par Bartle en 96, c'est le premier profil, il y a Killer, Achiever, Socializer et Explorer. Voilà. En gros, le Killer, je vous l'ai mis ici, vous le trouverez sur Internet. Donc, peut-être à vous d'aller chercher toutes les infos, parce qu'effectivement, en une heure, je n'aurai pas le temps de tout décliner. Mais en tout cas, moi, ce qu'on a déterminé à la Ligue de Bretagne, c'est que le Killer était plutôt quelqu'un qui était compétiteur, quelqu'un qui avait la volonté d'être un leader. Il se fiche du moyen pour arriver à, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est briller, en fait. Et du coup, il a souvent un ego qui est un peu plus, et il peut même être suffisant. Suffisant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il considère qu'il a du talent et qu'il n'a pas d'effort à fournir. Voilà, donc c'est quelqu'un qui peut être très vite toxique pour un groupe, mais qui peut être aussi, quand il est bien géré, un vrai leader et quelqu'un qui peut permettre au groupe de se transcender. Le deuxième profil, c'est l'achiever. Achieve, ça veut dire réussir, accomplir en fait. Donc l'idée, c'est le profil parfait du soldat. Lui, en fait, ce qui le motive, c'est la compréhension. Il veut comprendre ce qu'il fait. Voilà, c'est souvent quelqu'un qui est plutôt dans l'intellect. Et puis, sa deuxième chose, c'est il s'accomplit en fait par le fait de passer des étapes.
Donc s'il a besoin de passer des étapes, il faut que nous, on soit en capacité de lui fournir des objectifs. J'ai mis besogneux, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est plutôt enclin à engager beaucoup de travail. Et il est généralement assez intéressé par la tâche plutôt que par le résultat. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est plutôt méticuleux sur ce qu'on va avoir à proposer. Le socializer, euh, lui, c'est simple, c'est quelqu'un qui est le leader de vestiaire. Je ne sais pas si vous avez lu, il y a quelques années, Deschamps avait fait un article sur les différents types de leaders quand il avait fait la finale de la Champions League. Et puis, c'était Ludovic Giuly à Monaco. Il disait que c'était le clown et c'était le leader de vestiaire. C'est quelqu'un qui a besoin en fait d'être entouré et qui s'accomplit à travers le partage et le groupe. Voilà. Donc il a besoin de jouer avec, il a besoin d'échanger, il a besoin d'entraider. Par contre, quand il n'aime pas, c'est quelqu'un qui peut être excluant et plutôt apathique. Ça veut dire que si je me sens pas bien dans le groupe, eh ben, j'ai tendance à plus avancer en fait. Voilà. Le dernier profil, c'est un profil d'explorer. Donc le profil d'explorer, qu'est-ce que c'est? Lui, c'est aussi quelqu'un qui a besoin de comprendre et c'est quelqu'un qui a besoin de maîtriser les interactions entre les joueurs et d'avoir du sens. Donc lui, il veut tout découvrir, il veut tout comprendre et il veut pouvoir parcourir un petit peu tous les versants du jeu. Voilà, donc ça veut dire aussi, nous, dans le basket, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va peut-être échanger avec vous sur les aspects stratégiques. Donc voilà, il y a 4 grandes familles, et dans ces 4 grandes familles, c'est évident qu'on a des couleurs. Certes, on peut être killer achiever, on peut être killer socializer, par exemple. Et on a une couleur prédominante et on a une couleur qui est secondaire. En tout cas, ça, c'est bien expliqué dans Come Colors. Et on n'est jamais tout blanc ou tout noir, en fait. Voilà. Mais l'idée, c'est quand même on arrive déjà à déterminer des ressorts dans la motivation. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions par rapport à ça, Vincent. J'étais justement en train de faire le tri dans les questions. Mais écoute, tu avais une question de François qui demandait est-ce que certains profils pouvaient se retrouver. Tu lui as répondu. Il y avait une question de Eva sur les entretiens intermédiaires. À quel moment tu les places dans la saison? Alors, généralement, moi, je l'ai placé fin janvier. Pourquoi fin janvier? Parce que, en fait, c'est une période où on est très fatigué. En tout cas, dans l'est de la France, où il ne fait pas très soleil. C'était plutôt là où je les plaçais parce que je ne voulais pas les placer début janvier parce que les gens étaient encore un peu frais. Mais généralement, je les plaçais fin janvier de manière à avoir presque 6 mois de pratique. On est un peu plus de la moitié de la saison. On est surtout dans une période de fatigue où les gens ressortent un peu plus de problématiques. Voilà. En tout cas, moi, je l'ai placé là. Après, il n'y a pas de vérité absolue là-dessus. Hein. C'est vous qui déterminerez ça. D'autres questions? Je continue? Non, tu peux enchaîner. Vas-y. Hein. Alors, ensuite, l'idée quand même, c'est vous donnez des clés et des indicateurs pour mesurer un petit peu la motivation. Je pense que c'est quand même vraiment important d'arriver à se dire, je vais me donner des clés et des indicateurs assez fiables pour voir si mes joueurs sont motivés ou pas. Et il y a des fois, il y a des joueurs qui sont difficiles à percevoir, en fait. Il y a des gens qui sont très introvertis et au final, moi, j'étais très étonné parfois avec des gens dans les entretiens à leur dire, non, mais je te sens pas motivé. Non, non, mais en fait, je montre pas, mais en fait, à l'intérieur, je suis hyper motivé parce que je suis là tout le temps. Donc, le premier critère, c'est l'assiduité. Quelqu'un qui vient tout le temps, on a quand même tendance à se dire, si on s'entraîne 2, 3, 4 fois par semaine, que quelqu'un qui est toujours là, il est quand même plutôt motivé. Même s'il ne montre pas toujours de la motivation dans l'engagement et dans le body language, d'accord, l'assiduité, elle est quand même importante. L'engagement qu'on va y mettre après, c'est l'assiduité à l'entraînement. Ça veut dire la capacité à s'engager et à être toujours à fond. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est naturel hein, chez la plupart des joueurs. Il y en a qui le font naturellement,
Il y en a pour qui c'est un peu plus compliqué, il y en a pour qui il va falloir un petit peu les pousser et les sortir de leur zone de confort. L'écoute et la curiosité, je pense que quand on est motivé par un projet, le fait d'être à l'écoute et d'être curieux, aller chercher les infos, c'est quelque chose aussi qui est pas naturel chez tout le monde, mais en tout cas, vos joueurs buvards, là, ce que j'appelle les joueurs buvards, c'est les joueurs qui boivent vos informations, il y en a quelques-uns. Euh, la curiosité, elle est quand même importante. J'ai en souvenir un petit gamin dans Lyon, un petit département où il y avait 1500 licenciés qui connaissaient les stats de tous les clubs de Pro A et de tous les joueurs. Et ce gamin-là, en fait, on a pu aller très très loin avec lui dans les projets. Il n'avait pas de grosses aptitudes de basketteur, mais en tout cas, sa curiosité et son écoute lui avaient permis de se transcender, d'aller à un niveau auquel il n'aurait pas pu aller par ailleurs. La persévérance. Ça veut dire que ça, pour moi, c'est quelque chose qui est central et clé dans la motivation des joueurs. Il y en a qui baissent les bras tout de suite. Vous, en tant qu'éducateur sportif, en tant qu'entraîneur et formateur de jeunes, vous devez les éduquer à être persévérants. Ça marchera dans le basket, mais ça marchera encore plus dans leur vie de tous les jours. Et en tout cas, dès que je baisse les bras, ça veut dire que j'ai pas pour moi une énorme motivation en fait à me transcender. Et ça veut dire aussi que, on parlait de joueurs suffisants tout à l'heure, les joueurs suffisants, ils estiment qu'ils ont du talent et que souvent dans la persévérance, en fait, ils n'ont pas de résilience, quoi. Par contre, c'est pas bien ce que je veux vous dire, mais Boubou, le petit gros du groupe qui veut vraiment s'accrocher, en fait, et qui a vécu, je schématise, hein, je schématise, je force le trait volontairement, mais le joueur qui est en déficit de quelque chose, en fait, il développe souvent plus de persévérance que les joueurs qui sont en haut de l'affiche. Voilà, en étant jeune en tout cas. La capacité d'autonomie, c'est quelque chose chez les jeunes qui est vraiment essentiel, qui se développe aussi. Travailler seul est en capacité. Moi, j'ai eu la chance d'intervenir avec Ndene Meyem sur des sélections régionales. Je prends toujours cette anecdote-là, mais on l'avait oublié sur le fond du terrain, sur du travail de tir plateau, vous savez, à une main. Elle a quand même travaillé 45 minutes toute seule pendant que les autres faisaient autre chose, en fait. Donc, après, quand on voit la carrière qu'elle a fait, on se dit que l'autonomie très jeune, c'est un des indicateurs de la motivation et du projet, en fait. La bonne humeur, ça reflète quand même la motivation, c'est-à-dire que si je viens plutôt en faisant la tronche, on s'aperçoit généralement que c'est quand même dans le body language, en tout cas, révélateur d'une forme de baisse de motivation. L'hyperémotivité, la peur de mal faire. Alors moi, j'ai rencontré ça souvent chez les jeunes filles, avec des filles notamment qui étaient plutôt des achievers, là, c'est-à-dire le profil bleu de tout à l'heure, là, et qui n'arrivaient pas à faire la tâche. Et en fait, pour moi, quelqu'un qui se met dans l'hyper-émotivité et dans la peur de mal faire, c'est quelqu'un qui est quand même motivé, puisqu'il a peur de mal faire. Donc ça, c'est quand même des indicateurs importants. L'identification vestimentaire, bon voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, j'ai souvenir quand j'arrivais dans mes petits clubs dans Lyon au début là, de ma carrière, avec des gens qui avaient des maillots du FC Barcelone de foot. Et puis quand je suis reparti 4-5 ans après du club, ils étaient tous siglés NBA. Je me disais que chez les jeunes, on avait quand même fait un pas en avant sur la culture et sur la motivation par rapport à ça. En tout cas, par rapport à ça, ce qui est important quand même de prendre en compte, et vous, en tant qu'éducateur sportif, ça me semble essentiel, c'est de prendre en compte quand même le contexte du joueur. Ça veut dire, mes parents sont divorcés, ça veut dire, je suis dans une famille facilitante pour le sport, ça veut dire, je m'occupe de mes petits frères et mes petites sœurs tous les jours à la maison. Le contexte du joueur, il impacte très, très, très fortement sur la motivation, et vous devez le prendre en compte. Et puis l'autre chose, c'est le projet du joueur, mais ça, j'en ai déjà parlé. Donc, tous ces indicateurs-là, vous devez vous les observer sur les entraînements, mais aussi sur les entretiens. Voilà. Donc, l'idée, c'est de cibler ce que vous allez aller chercher dans les entretiens. Voilà. La motivation ou la démotivation, on peut dire aussi, il y a des éléments destructeurs. Ça met beaucoup plus de temps. En fait, vous mettrez beaucoup plus de temps à motiver les joueurs qu'à les démotiver. C'est-à-dire qu'en une phrase, en un mot, en une action, parfois, on peut démotiver complètement quelqu'un. Donc, c'est important pour vous d'avoir des repères par rapport à ça et de vous dire attention à ne pas tomber dans ces écueils-là. La première chose, c'est l'injustice.
C'est-à-dire bon, tout ça, c'est des lieux communs que vous avez déjà dû entendre, mais on peut être autoritaire, mais on ne peut pas être injuste. Injuste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un comportement invariable en fonction des gens que j'ai en face de moi. Ça veut dire qu'il y en a un qui arrive en retard, je le sanctionne, et il y en a un autre qui arrive en retard et je ne le sanctionne pas. Ça, c'est générateur, de bazar dans la gestion de groupe et surtout d'amotivation chez vos joueurs. La deuxième chose, c'est j'ai pas d'objectif et je communique pas sur les points d'étape des objectifs. C'est-à-dire que les gens naviguent à vue et puis on a l'impression que c'est un peu une gestion au copinage. Bah, lui m'aime bien et puis lui m'aime pas. Si vous communiquez sur les objectifs et que vous mettez des choses tangibles et communiquez à tous, les gens ne peuvent pas s'infiltrer dans bah oui, bah lui il aime bien et puis lui il aime pas. Voilà. La défaite et les performances. Je fais des mauvaises performances. On sait que souvent, ça a tendance, si c'est pas bien relativisé et pas bien expliqué, ça peut générer de la motivation. La réponse à mes motivations, bah, c'est je suis venu chercher, je suis socializer, et puis en fait, je travaille toujours tout seul. Donc, j'arrive pas à me retrouver un petit peu dans ce que je suis venu chercher. C'est-à-dire que moi, si je suis venu chercher du plaisir et puis qu'on met de la compétition et qu'on me hurle dessus tout l'entraînement, en fait, je vais plutôt être amotivé. Ce qui ne veut pas dire que je ne serais pas un bon joueur, en fait, mais c'est juste que j'ai pas, le coach n'a pas répondu à mes motivations. L'implication dans le groupe, le temps de jeu aussi. Alors, l'implication dans le groupe, ça veut dire que j'ai le rôle de porteur de bidon. Je suis porteur de bidon et je ne suis pas impliqué dans le groupe. J'avais beaucoup aimé ce qu'avait dit Vincent Collet à propos de Freddy Fotoux. Alors, je ne sais plus sur quelle compétition c'était, mais en tout cas, Freddy Fotoux, il avait fait à 35 ans une pige en équipe de France et il avait remplacé Tony Parker. Et en fait, il était rentré, je crois que c'était 3 fois 5 minutes dans tout le tournoi. Et en fait, Freddy Fotoux avait dit, via Vincent Collet, qu'il était vraiment fier à 35 ans d'avoir pu apporter sa pierre à l'édifice. Et Vincent Collet avait abondé dans son sens en disant que il avait été très utile au groupe. Sur les 5 minutes qu'il avait apportées, en fait, il avait été très utile parce qu'il avait permis à Parker de pouvoir se reposer et du coup pouvoir performer derrière. Donc ça, c'est important de trouver un rôle au sein du groupe aussi. L'attractivité des entraînements, c'est important. Si les entraînements sont chiants et répétitifs, généralement, ça génère un peu d'amotivation. Le plafonnement technique, c'est finalement, ben, j'arrive à un niveau technique qui est élevé pour moi, puis j'arrive pas à passer un petit peu un plafond de verre, et du coup, je m'ennuie. L'intégration sociale, ça revient à l'implication dans le groupe un petit peu, mais le fait qu'un groupe fonctionne bien, c'est intéressant. L'usure mentale ou physique, ça veut dire le surentraînement ou la surcharge mentale. On m'en demande un peu trop, et ben, j'ai tendance à m'amotiver et à baisser les bras. Donc ce que je voulais que vous compreniez sur cette slide-là, c'est que la responsabilité du coach sur la motivation, elle est énorme en fait. Elle est énorme. Donc c'est à vous de connaître ces écueils-là et d'arriver à la gérer. Je vais passer assez vite là-dessus parce que j'ai déjà été très bavard. Bon, on sait tous qu'un groupe motivé, en fait, ça permet de passer des contenus plus vite, ça permet d'avoir des objectifs élevés, ambitieux, ça permet souvent de s'inscrire dans un projet à plus long terme. Ça permet aussi de pouvoir utiliser une concurrence saine et d'augmenter le niveau d'exigence. Donc la concurrence saine, ça permet aussi d'expliquer les rôles de chacun et que les gens arrivent un petit peu à se cantonner à peu de choses en se disant je vais être utile au groupe. L'utilité au groupe, ça c'est quelque chose que j'ai retenu, en tout cas que Vincent Collet utilise beaucoup. Vous regarderez les vidéos par exemple sur Intérieur Sport là-dessus où il parle beaucoup. J'ai en mémoire un discours qu'il a avec Nicolas Batum en disant c'est l'équipe de Tony Parker pour le moment, ça sera la tienne plus tard, mais pour le moment, il faut que tu sois utile au groupe si on veut performer. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel en fait. Voilà. Et donc toujours dans cette même idée, l'idée du groupe soudé, c'est qu'on arrive à mettre l'individu au service du groupe. Le fameux pas de jeu dans le mot équipe. Voilà, l'idée c'est que ce soit nous. Alors, je vais aller sur les profils. Je vais aller assez vite dessus parce que vous retrouverez un petit peu ces slides-là. Et puis, il y a d'autres choses que je voudrais développer plus dans le détail par ailleurs. Donc, les killers, on en a parlé. Compétiteur, leader, il se fiche du moyen, il a un gros ego, il est suffisant. Les travers, souvent, je vous l'ai dit, du travail, enfin du talent, mais peu de travail. C'est-à-dire que c'est facile pour lui. Il a souvent tendance, ce killer, à se dédouaner de ses responsabilités. Petite faute d'orthographe à responsabilité.
Voilà, c'est-à-dire que ça ne peut pas être lui en fait. Il a un ego tel que c'est souvent la faute du ballon, c'est souvent la faute de la passe qui n'est pas bonne ou l'exercice qui n'est pas bon aussi. Il peut s'avérer moqueur dans les travers, hein, parce qu'il y a il y a des points positifs quand même, mais sa progression pour moi, elle est faible ou elle est saccadée. Ça veut dire que les moments où ce joueur-là il va être connecté, en fait, il va avancer très très vite parce qu'il a des capacités de gestion d'information souvent importantes. Par contre, dès qu'il va se considérer au-dessus des autres, il va plus progresser. Il va même pouvoir freiner le groupe. Ça veut dire que pour ce joueur-là, il faut lui mettre toujours des objectifs élevés, c'est-à-dire qu'il ait toujours des efforts à fournir. La deuxième des choses, c'est qu'il faut le recadrer et il faut chiffrer ce qu'il fait. Ça veut dire le mettre face à ses responsabilités avec des vidéos, avec des stats, de manière à ce qu'il ne s'enflamme pas en fait. Et l'idée, c'est de fixer le cadre. Parce que ce joueur-là, il peut vite prendre le pas sur le groupe et vite prendre le pas sur votre gestion de groupe. Donc ça, c'est important d'arriver à le recadrer et d'arriver avec des choses tangibles. Donc il va falloir gérer son ego, il va falloir relativiser. C'est-à-dire que quand il va commencer à se moquer, ben, généralement, il va se moquer généralement des gens qui sont plus faibles, donc des gens qui démarrent, et il faut quand même relativiser en disant, ben, toi, tu es là depuis 8 ans, et lui, il est là depuis 2 ans, donc c'est normal que vous n'arriviez pas à faire la même chose. Voilà. La dernière chose, c'est qu'il va falloir le forcer à se socialiser. Donc ça veut dire que dans des exercices, il va peut-être falloir l'utiliser comme parrain, avec des nouveaux chez les jeunes, j'entends, par exemple, et puis il va falloir le forcer, en fait, à partager des choses. Chez The Achiever, eux, les travers, c'est le stress, en fait. Voilà, j'ai peur de mal faire, j'ai du mal à oser, parce qu'en fait, je ne vais pas faire une chose parfaite. Ils sont soucieux du détail et souvent, ils manquent de confiance. Du coup, il faut dédramatiser les choses, en leur disant que faire les choses, on a le droit à l'échec, en fait. Et ça, c'est important. Il faut valoriser l'effort plutôt que le résultat. Ça veut dire que le fait d'engager un effort et d'essayer de faire les choses, on va être en échec jusqu'au moment où on va réussir. Donc échec, 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 persévérance égale ensuite réussite. Donc ça, c'est important pour ces joueurs-là. Et les valoriser. Ça, c'est important puisqu'ils manquent de confiance. C'est important d'arriver à les valoriser. Il faut favoriser donc leur prise d'initiative dans le jeu. J'avais une gamine, moi, qui était dans ce cas-là l'année dernière, depuis 4 ou 5 ans, et elle n'osait plus prendre des tirs. On lui a dit, mais prends les tirs, continue à prendre les tirs, mais on s'en fout que tu les rates ou pas. En fait, on est en U15 ou on est en U18, tu les mettras sûrement plus tard, mais si tu les prends pas, tu les mettras jamais. Donc, il faut favoriser et valoriser cette prise d'initiative. Et il faut donc encourager. Le socializer, lui, dans les travers, il peut vite être un clown qui distrait l'attention des autres. Donc, en tout cas, c'est ce que moi j'ai constaté. Il a souvent des difficultés d'être dans l'autonomie, puisque la tâche est pas hyper importante pour lui. Ce qui est important, c'est de partager avec l'autre. Donc, il peut être aussi excluant, je l'ai dit, avec celui qui n'aime pas, et apathique s'il n'est pas intégré. D'accord? Donc, ça veut dire que dans les contrats de groupe, il va falloir mettre des contrats de groupe où en fait on va travailler en fait sur le groupe plutôt que sur la personne. Il va falloir le recentrer lui, à contrario de l'achiever, sur sa performance à lui. Voilà, et essayer de se centrer un petit peu sur la tâche, d'accord, être précis un petit peu sur les tâches qu'il va faire lui individuellement. Et puis, il va surtout pas falloir restreindre sa communication parce que ces gens-là sont des mines d'or pour regrouper, recentrer les joueurs autour de l'objectif. Enfin, le dernier, puis après, je vous laisserai quelques questions. L'explorer, lui, ses travers, c'est un peu l'artiste, quoi. C'est un peu celui qui rêvasse et puis qui aime bien le beau jeu, qui aime bien la créativité. Euh, je me souviens, je suis ami avec un coach qui s'appelle François Perronnet, que vous connaissez peut-être, qui coach en Pro B au SLUC Nancy. Il avait eu Vasco Eftimov, en fait, à l'Élan de Chalon. Et il disait qu'en fait, Vasco, c'était vraiment ce profil-là. Il n'avait aucune notion de ce que pouvait être l'efficacité, en fait. C'est-à-dire que, rappelez-vous des vidéos de Vasco Eftimov où il tire de la ligne des lancers francs. Voilà, donc c'est des joueurs qui sont créatifs. Donc ça peut être très, très utile au groupe.
évidemment, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir un petit peu mettre un peu de cadre pour qu'on puisse jouer autour d'eux. Lui, en fait, il travaille vite pour aller plus loin, et puis il peut souvent être perdu si il ne comprend pas un petit peu la map monde, on va dire, du fonctionnement de l'équipe. Donc il faut communiquer sur le comment et sur le pourquoi on le fait. La deuxième chose, c'est qu'il faut lui laisser une marge de manœuvre suffisante pour qu'il puisse lui exprimer sa créativité. La troisième chose, c'est qu'il faut souvent le questionner en allant le stimuler, stimuler son intellect et puis qu'il arrive à comprendre un petit peu les choses. Et je pense que c'est un joueur qui est facilement, qui a un soutien assez facile pour vous dans la relation coach-joueur. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Vincent? Ouais, j'en ai quelques-unes. Alors attends, je vais refaire le point. Avec la période que nous traversons et le manque de compétition qui nous donne finalement assez peu de visibilité, comment peut-on s'adapter pour continuer à développer la motivation et l'entretenir? Bon courage. Alors, c'est sûr qu'il faut, à mon sens, garder du lien avec vos joueurs. Donc, ça veut dire, ça peut être des groupes WhatsApp, ça peut être chez les garçons. Je sais que j'ai des collègues qui ont utilisé ça, comment dire, des compétitions de NBA 2K en ligne. Ça peut être. Bon, je sais que le groupe WhatsApp participe vraiment à ça. Ça peut être aussi mettre des activités avec des challenges. Je pense que des challenges inter-équipes, enfin, là, on est en train de travailler dessus avec mes collègues du 35 sur mettre des challenges à l'intérieur de l'équipe. Moi, j'avais utilisé ça l'année dernière. C'était une application dont j'ai oublié le nom, où il y avait des challenges, il fallait dribbler puis toucher des choses avec. Ça marchait avec iPhone, j'arrive plus à me rappeler. Vincent, c'est pas toi qui m'avais donné ça d'ailleurs. Et puis on avait mis des challenges. C'est home court. Voilà, home court, exactement. Home court, et en fait, mettre des challenges à l'intérieur de l'équipe avec des classements. On avait fait des classements qu'on rééditait, et puis les gamines, elles balançaient des vidéos sur le WhatsApp, en fait, toutes les semaines avec des thématiques différentes. Vous pouvez peut-être en profiter pour faire des entretiens individuels en visio. Je pense que c'est assez propice avec elles. Et puis il faut que les gamins ils sentent en fait que vous êtes avec eux. Donc ça veut dire que des programmes physiques, les suivre, les relancer, les recadrer un petit peu en disant ah, t'as pas fait grand-chose cette semaine. Voilà. Et après, c'est sûr que c'est vraiment un cadre exceptionnel et très particulier. En tout cas, j'aurais fait ça comme ça, voilà, en mettant beaucoup de vie sur les réseaux, utiliser cet outil-là. Voilà. J'ai une autre question, c'est existe-t-il des profils plutôt incompatibles? Et si oui, comment gérer ça au niveau de la motivation collective? Alors forcément, le côté artiste, c'est-à-dire le côté explorer avec le côté killer, on peut vite cerner que ça peut vite être, comment dire, explosif. Pour autant, tout le travail du sport collectif et de l'éducateur sportif, c'est d'arriver à faire coexister les gens ensemble. Donc pour moi, il n'y a rien d'incompatible. Il y a juste à expliquer et arriver à composer et arriver, en fait, le travail de groupe et de la motivation et de cohésion, pour moi, c'est d'arriver à libérer un petit peu de son précaré et de son confort à soi au profit de l'équipe et du joueur. Donc ça veut dire que je le mettrai plus tard, c'est tout seul on va plus loin, mais ensemble on va tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc en fait, pour moi, il n'y a rien d'incompatible, mais vous devez intervenir sur tous ces points un petit peu de dissonance entre les joueurs et être dans la communication à chaque fois qu'il va y avoir, peut-être pas à chaque fois, mais quand vous sentez que ça prend de l'ampleur, il va falloir communiquer là-dessus avec eux et les questionner. C'est-à-dire pas vous dire, sermonner les joueurs sur tu ne peux pas fonctionner comme ça avec tel joueur, mais de dire qu'est-ce qui te pose problème? Pourquoi travailler avec lui, ça te pose un problème? Donc la communication, vraiment, elle va être essentielle. Et le fait après, on peut faire l'autruche et on peut dire le killer, je ne le mets jamais avec l'explorer. Mais en fait, je ne résoudrai jamais mon problème. Donc ça veut dire que le conflit, quelque part, si vous arrivez, vous, à le gérer et arriver à trouver un fonctionnement qui va permettre aux deux parties de fonctionner ensemble, c'est là où vous allez sortir grandi. Par contre, si vous faites l'autruche et vous excluez les deux sans jamais créer d'interaction entre eux, c'est sûr que ça va ressortir. Et à quel moment ça va ressortir?
c'est toujours au pire moment. C'est-à-dire, par exemple, dans le match où il y a de la tension et dans le match où c'est important que les gens travaillent ensemble. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque zéro, mais au final, votre communication et votre observation des joueurs, elle va être, à mon sens, essentielle. OK? Yes. Continue? J'ai encore des questions, hein, sauf. Ouais. J'ai comment motiver un joueur d'entraînement, c'est-à-dire qu'à l'entraînement, il est super, il tire tout le monde vers le haut, mais il est inexistant en match. Alors ça arrive souvent. En fait, c'est des joueurs qui ont du mal à gérer la pression, un petit peu la pression du match. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de pression, donc ça veut dire que finalement, ce qui est important, c'est le regard des autres et la performance. Donc ça veut dire que vous, à mon sens, dans les entretiens et au quotidien, tous les jours, avant les matchs, pendant les matchs, il faut essayer de le valoriser sur des choses qui sont autres que les stats, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être l'utilité par rapport au groupe dont je parlais tout à l'heure. Ces joueurs-là, ils doivent être vraiment importants. Après, je pense que les joueurs, ils ont aussi les clés, hein. Les joueurs, ils ont aussi les clés, eux, pour se dire, à un moment donné, pourquoi je ne performe pas en match et pourquoi je performe à l'entraînement. Mais encore une fois, les entraînements, la valorisation, le débrief de ce que vous allez faire et le process plutôt que le résultat. Pour moi, avec ces joueurs-là, c'est la notion de choix plutôt que la notion de réussite, en gros, si je schématise les choses. Et puis, c'est quand même assez facile de lui dire, tu réussis les choses à l'entraînement, pourquoi tu ne les réussirais pas en match, en fait? Donc, c'est la peur du résultat, en fait, qui va faire. Donc, ça sera un travail de longue haleine, en fait, hein. Mais il va falloir arriver à déterminer ce qui le stresse et pourquoi ça le stresse, et puis arriver ensuite à le dédramatiser et à le relativiser. Voilà. J'ai une autre question. Est-ce que le bon fonctionnement d'une équipe dépend obligatoirement de la présence de chacun des profils? Exemple, une équipe constituée de 80% de socializers vivra mieux qu'une équipe composée à 80% de killers? Point d'interrogation. Non, pour moi, c'est l'objectif commun. Alors, c'est sûr que le chemin, il sera un peu plus compliqué avec que des compétiteurs. On le voit, par exemple, je sais pas, on peut prendre en ce moment les Nets, par exemple, avec 3 mégastars à gérer. J'aimerais pas être Steve Nash, en fait. Mais ça veut dire que l'idée, tout ça, ça va être de trouver un but commun, en fait. C'est-à-dire les équipes de stars, on le voit en foot, on peut le voir aussi en basket, c'est difficile à gérer. Et à contrario, quand on n'a que des bringueurs, c'est aussi, enfin, des bringueurs, je schématise un petit peu, c'est aussi compliqué à gérer. Ce qui est important, c'est le but commun. Je vais y venir juste après. Et l'objectif que vous allez mettre. Pour autant, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a juste que, effectivement, quand on a des profils qui sont plus développés, le chemin il est un peu plus long en fait. Il est un peu plus tortueux, on va dire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, je vais donner des choses après qui, j'espère, vous fileront des clés. OK? Ok, parfait, merci. Après, on peut garder d'autres questions pour la fin, hein. L'idée, c'est juste que je. Ça roule. Alors, l'idée, c'est d'arriver, une fois qu'on a les profils des joueurs, une fois qu'on a une cartographie un peu précise de ce que peuvent donner nos joueurs techniquement et mentalement, l'idée c'est quand même de définir un but commun, donner du sens et savoir pourquoi on vient. C'est-à-dire que les gens qui ne savent pas pourquoi ils viennent à la salle, je trouve que c'est difficile dans les temps difficiles ou quand on va faire du physique, ou quand on va faire des séances très dures ou des séances un peu rébarbatives, répétitives, même si ça ne devrait pas l'être, ça va être compliqué d'arriver à trouver de la motivation. Par contre, si on sait pourquoi on vient, bon voilà, je vois en ce moment, moi j'ai un gamin qui est en centre d'entraînement, ils ont eu la chance de s'entraîner jusqu'à la semaine dernière, et puis là, ils font du physique 3 fois par semaine en extérieur, où ils font des pompes, de la course, etc. Bon, s'il n'a pas un projet et un objectif, sa motivation, forcément, elle baisse un peu, déjà, intrinsèquement, mais c'est le projet, l'objectif, le but commun qui va faire qu'on va pouvoir un petit peu se transcender. Donc, ça va être important de décliner des objectifs, définir des objectifs. Vous savez, la fameuse question, c'est quoi ton objectif aux ados? Et puis c'est, je sais pas, c'est souvent ce qu'on entend. Et vous allez devoir essayer de clarifier ces objectifs, ouvrir le champ des possibles pour eux, et puis travailler sur la communication
pour que tout ce petit monde-là arrive à imbriquer ses objectifs pour arriver vers un but commun. Donc, ça veut dire que pour définir des objectifs, il y a quand même des étapes que vous allez devoir identifier. La première étape, donc, c'est les motivations individuelles des joueurs. Ça, on en a parlé. La deuxième chose, ça va être les moyens que vous allez avoir à disposition. Ça veut dire que si je veux être champion régional et que je m'entraîne une fois par semaine, à moins d'avoir des cadors et des joueurs qui sont largement au-dessus du niveau requis, ça va être compliqué. Si je n'ai pas de moyens, ça va être compliqué. Du coup, il faut aussi que je fasse attention aux exigences du niveau de jeu. Ça veut dire que vous devez connaître les exigences du niveau auquel vous allez prétendre, en connaissant un petit peu vos adversaires. Voilà. Vous avez des requis par rapport à la catégorie et au championnat et par rapport aux exigences qui sont demandées sur le niveau de jeu. Il y a aussi le niveau de jeu des gamins. Ça veut dire qu'il faut être en capacité aussi d'être un peu terre à terre et d'arriver à identifier le niveau de jeu. Là où c'est intéressant aussi, c'est d'arriver à ce que les gamins connaissent leur niveau de jeu et qu'ils ne se prennent pas pour quelqu'un d'autre. Le fameux syndrome de l'Américain avec la tête qui enfle, ou alors, à contrario, quelqu'un qui serait pas trop mal et puis qui se dirait wow, je suis vraiment bon à rien. Donc ça veut dire qu'on doit aussi donner, nous, des repères sur le niveau de jeu des gamins. Et la dernière chose, c'est la motivation de la structure du club. Ça veut dire que le club veut des résultats, mais il ne veut pas mettre de moyens. Ça peut être ça. Ou ça veut dire que, bon, ça va plus dans ce sens-là, d'ailleurs, ça va rarement dans l'autre sens. Mais ça veut dire que si vous n'avez que 2 créneaux d'entraînement pour faire du championnat de France, on sait tout de suite que le projet, il est pas viable. Par contre, ce que je vous conseille, vous, une fois que vous avez déterminé ces 5 items-là et que vous les avez en tête, l'idée, c'est de faire une réunion avec vos dirigeants, avec vos parents, j'en parlais tout à l'heure, pour arriver à trouver des règles de fonctionnement. Ça veut dire que les règles de fonctionnement, elles vont impacter, en fait, tout votre projet. Et si vous les imposez, ces règles-là, vous savez que le propre des ados, c'est de braver l'autorité. Donc en fait, ce qui serait intelligent, c'est d'arriver à ce que vos joueurs, ils arrivent à vous sortir des règles de fonctionnement qui correspondront, j'espère pour vous, aux vôtres, mais qui en tout cas ne seraient pas imposées. Un peu l'idée de la démocratie participative, si chère à notre Ségolène royale nationale. D'accord? Mais en fait, si les règles de fonctionnement viennent des joueurs et des joueuses, elles seront mieux acceptées que si vous les imposez. Voilà. Mais ça veut dire va falloir les questionner sur, bon, si on veut être champion, ou si on veut faire du championnat régional, à votre avis, il faut s'entraîner combien de fois par semaine? Qu'est-ce qu'on fait dans les entraînements? Arriver en retard, est-ce que c'est préjudiciable pour le groupe? Ne pas venir à des matchs, est-ce que c'est préjudiciable? Etc., etc. Et il faut le faire approuvé par vos dirigeants. Parce que si vous prenez ensuite des sanctions sur les règles de fonctionnement, il faut que vos dirigeants soient derrière vous. Sinon, les joueuses ou les joueurs, ils vont s'infiltrer là-dedans. Donc, il faut que les joueurs, ils sentent que, ils ont créé les règles de fonctionnement et qu'elles sont approuvées par tout le monde. Ça veut dire que quand on respecte plus les règles de fonctionnement, on s'auto-exclut du groupe. Tout ça, ça doit mener vers le projet, en fait. Voilà. Et c'est les préalables, en fait, au projet pour arriver sur le projet. Bien évidemment, tout ça, vous l'avez déjà prévu. Toute la subtilité, ça va être de faire croire que le projet vient d'eux, en fait. Voilà. Donc, il ne faut pas imposer le projet. Et par contre, il ne faut pas être plus ambitieux que ses joueurs. Ça veut dire que ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment retenu. C'est-à-dire que quand j'ai fait mes entretiens et que je vois que j'ai des joueurs qui veulent juste s'amuser, bon, bah, ça ne sert à rien de partir sur un projet de compétition où vous allez partir tous les week-ends aux 4 coins de la région. Voilà. Et puis vous devez être aussi inspirant en donnant envie aux gens, en proposant des choses et en expliquant et en régulant les choses. Donc, ici, on dit ce qu'on va faire après. Ça veut dire que, on entend souvent no pain, no gain, voilà, avec le coach Krzyzewski. Souvent, on entend ça. Mais le cadre, en fait, il faut le fixer. Là, on l'a fixé avec tout le monde dans les règles de fonctionnement. Et après, ben, il va falloir l'énoncer. Donc, on met des objectifs qui sont réalistes, qui nous emmènent vers la notion d'effort, parce que ben, no pain, no gain, on l'a dit. Il faut que je fasse des efforts physiques, il faut que je fasse des efforts techniques, il faut que je fasse des efforts tactiques et mentaux, c'est-à-dire que je me transcende, etc.
mais aussi des efforts sociaux. Ça veut dire qu'il faut que je sois en capacité, moi, de lâcher un peu de mon temps de jeu pour que mon coéquipier, par exemple, se développe pour qu'à la fin de la saison, on puisse être champion. Où on puisse être bien figuré. Voilà. Mais cette notion d'effort, elle doit être explicitée en disant, d'accord, vous voulez faire de la compétition, eh ben, physiquement, il va falloir qu'on se prépare en faisant ça, ça, ça. Techniquement, il faut qu'on arrive. On part de là, et il faut qu'on arrive ici. Mentalement, voilà, et surtout socialement. Ça, j'insiste là-dessus. Votre projet, il vivra que si votre groupe vit plutôt correctement. Ce qui ne veut pas dire que la question que je me suis souvent posée, c'est si mon groupe interagit pas bien, tiens, on voit l'OM en ce moment, là, où ils sont en train un petit peu de se bouffer le nez, de ce que j'ai compris entre Payet et puis Thauvin. Est-ce que pour autant on peut ne pas performer? C'est pas une garantie absolue. Par contre, c'est vrai que si le groupe fonctionne plus vite et mieux ensemble, on a déjà des bonnes bases pour la motivation. Maintenant, vous pouvez pas forcer les gens à s'aimer, ça c'est sûr. Par contre, vous pouvez fixer un cadre et vous tenir à ce cadre-là. Parce que le boulot du coach ou de l'éducateur, c'est de dire ce qu'on va faire et puis après de faire ce qu'on a dit. Donc après, vous avez fait participer les gens à l'élaboration du cadre, et votre rôle à vous, ensuite, ce sera la régulation. Outils. Alors, le premier outil, c'est ce qu'on appelle les team building, donc les outils de cohésion. Je vous l'ai mis au-dessus, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. L'idée, c'est le modèle un petit peu militaire. Voilà. Où le modèle militaire, c'est quoi? C'est on met les gens dans une difficulté et on les force en fait à ne pas avoir le choix que d'utiliser le coéquipier pour résoudre la solution. Voilà. La forme militaire, elle est un peu raide, mais au final, c'est pas un hasard s'il y a beaucoup d'équipes qui vont se préparer dans des camps militaires. Et c'est vraiment pour ça, c'est pour forcer les gens à ne pas avoir le choix de reposer en fait le but commun sur la collaboration des joueurs. L'idée, c'est de forcer les interactions. Je vous invite à aller regarder sur la rédaction un petit peu des objectifs communs, cette intervention que Vincent avait fait avec, je ne sais pas Vincent, si tu pourras compléter mon propos, avec quelqu'un qui s'occupait des sélections nationales de hockey, notamment la notion de blason, c'est faire un blason. Nous, c'est quelque chose qu'on a utilisé beaucoup avec nos sélections, où on mettait les valeurs et les moyens sur un blason et qu'on emportait dans tous les vestiaires. Et on leur ressortait le blason en disant, bah, tu vois, vos valeurs, vous avez mis que c'était, je sais pas, la solidarité, le dépassement de soi, et puis les objectifs. Et comme ça, on remettait ça chaque fois dans le vestiaire, on scotchait ça avec les sélections. Et moi, en tout cas, cette intervention-là que Vincent avait fait m'a vraiment, vraiment servi. Vincent, si tu veux compléter mon propos. Alors l'intervenant, c'était Romain Guibé, c'était un conseiller technique national en hockey sur glace, voilà, qui avait été nommé la même année que moi à Dijon, et du coup on avait fait un échange de bons procédés. Il avait fait une intervention vraiment très intéressante. Je vous invite, hein, Seb a mis le lien dans le PowerPoint, je vous la diffuserai. N'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment, vraiment très constructif. Voilà. Donc après, vous allez en trouver, vous tapez jeu de cohésion sur Internet, vous allez en trouver des centaines. Ça permet aussi d'apporter un petit temps ludique des fois dans l'entraînement. Et c'est là où vous pouvez mettre des interactions entre les joueurs qui ne s'entendent pas. C'est-à-dire que moi, quand on fait du team building, je faisais exprès à chaque fois de mettre les gens qui étaient plutôt en inimitié, plutôt que les gens qui étaient copains-copains, quoi, en fait. Donc l'idée, c'est de les forcer à interagir ensemble. La deuxième chose, c'est la responsabilisation. La responsabilisation des joueurs, en fait, ça, c'est quelque chose qui n'était pas prégnant et pas très existant. Je ne suis pas sûr qu'Obradovic, il y a 15 ou 20 ans, utilisait beaucoup la responsabilisation des joueurs. C'était tu faisais pas. Si tu faisais pas, je te vomissais dessus et je te sortais du banc. Pour autant, de plus en plus, y compris Obradovic, responsabilise les joueurs sur la prise de décision et sur l'écoute. Donc, il faut être à l'écoute des joueurs. La première des choses que moi j'ai utilisé et que j'ai utilisé avec, grâce à une intervention d'Arnaud Gupillot chez nous, c'est les time-out joueurs. Ça veut dire qu'à chaque entraînement, les joueuses, elles avaient en capacité de prendre un time-out, c'est-à-dire de prendre un temps mort dans le jeu
comme un petit peu en NBA, pour pouvoir réguler un problème. Donc l'idée, c'était de développer, le leadership, et de développer l'analyse et la prise de décision tactique. Et du coup, développer aussi la compréhension et les interactions dans le groupe. Donc ça, je le trouve vraiment intéressant. C'est utilisable, nous on l'a utilisé en sélection départementale pendant les 3-4 dernières années. Ça a permis de déceler les leaders, donc c'était vraiment intéressant pour nous. Et je trouve que c'est un outil tout bête, mais qui est essentiel en fait par rapport à ça. L'analyse des matchs et des practices, l'idée c'est de les faire participer à l'analyse de leurs prestations pour qu'ils puissent avoir un retour et pour que vous puissiez voir si ils sont dans la capacité autonome d'arriver à se dire ouais bah là j'ai performé ou là j'ai pas performé ou alors dans le dédouanement. Est-ce que tiens bah non mais c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Voilà. Les faire participer aux décisions tactiques une fois qu'on a perçu qu'ils étaient en capacité d'avoir une réflexion pertinente sur les choix tactiques ou techniques, et ben on peut essayer de les faire participer. J'ai en tête cette image de Tony Parker dans les dernières années de sa carrière qui Pop prenait des temps morts et Tony Parker ça arrivait 2 ou 3 fois, je crois, où c'est lui qui lançait les systèmes pour les joueurs. Donc on implique un petit peu les joueurs dans les décisions tactiques. Voilà. Alors après, attention, hein, c'est pas eux qui vont faire l'entraînement, hein, on est bien d'accord, mais qu'ils aient ce sentiment de participer et d'être acteur plutôt que juste l'opérateur de ce qu'a demandé le coach. Même chose sur la gestion de groupe, avoir un rapporteur, votre leader de vestiaire, je trouve ça intéressant qu'il aille voir les joueurs et qu'il discute parce qu'il y aura moins de filtres sur la communication. Et du coup, tout ça, ça va générer de la motivation après derrière, parce que si les choses, elles sortent et qu'on peut communiquer, eh ben, je trouve ça beaucoup plus pratique. Et puis aussi, ils peuvent remonter, pardon, des choses par rapport à votre gestion à vous qui leur posent des problèmes. Et ça, vous devez être en capacité, dans votre remise en question en tout cas, d'écouter ce qui revient du terrain. Ce n'est pas toujours facile, mais ce n'est pas toujours pertinent non plus ce qui remonte du terrain, donc il faudra filtrer. Mais en tout cas, vous avez laissé les lignes de communication plutôt ouvertes. La deuxième chose, c'est quelque chose Vincent, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait utilisé ça ensemble là sur la génération 95, si ma mémoire est bonne. On avait fait un sociogramme, donc je vous ai mis un petit lien là. Qu'est-ce que c'est qu'un sociogramme? En fait, l'idée, c'est de prendre les gens en entretien et de dire avec qui tu t'entends bien, tu tires un trait, on met en place tous les prénoms, on tire un trait bleu pour les amitiés et puis un trait vert pour les inimitiés. Donc, ça vous permet, le sociogramme, une fois qu'il est fait, vous irez voir, de cerner les affinités dans le groupe, les inimitiés. La S'ils ont question vraiment... qu'on avait posée, c'est avec qui partirais-tu en vacances? Ouais, ouais, donc il faut effectivement articuler, communiquer autour du truc, hein. Et puis surtout pas divulguer tout. Je pense que divulguer tout en termes d'inimitié, en gros, si vous avez un couillon dans le groupe, là, quelqu'un qui est un peu asocial, de montrer que personne ne peut le blairer, ça peut être aussi de la dynamique, hein, de la dynamite, pardon, dans le groupe. Donc vous, c'est un outil que vous allez utiliser pour voir un petit peu. En tout cas, nous, ce qui était ressorti avec Vincent, je m'en souviens, c'est qu'il y avait des clans. Il y avait le clan des Dijonais, le clan des Chalonnais. Et du coup, nous, après, dans les exercices qu'on a mis en place, on a fait exprès de jamais les mettre ensemble, jamais mettre les Dijonais ensemble. Voilà. Donc, c'est un outil qu'on va utiliser, mais c'est quelque chose d'assez précis. Si vous le construisez bien, ça permet vraiment d'avoir une cartographie assez fidèle de la façon dont va vivre votre groupe. Et puis l'autre chose que je trouve intéressante, c'est que ça permet de déceler les leaders. C'est-à-dire que vous, dans les questions que vous allez poser et dans les traits que vous allez tirer entre les joueurs, dans le sociogramme, vous allez voir qui va être le leader, qui va être le suiveur, et vous pouvez recouper ça avec vos profils. Voilà. Dernière chose, c'est personnaliser ses objectifs. Donc l'idée, c'est, ça me semble vraiment important, de définir un rôle précis à chaque joueur. Ça veut dire que le joueur, il doit savoir
quelle est sa plus-value par rapport au groupe. Et il ne doit pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Ce qui ne veut pas dire que de temps en temps, il ne peut pas sortir de son rôle, mais ça veut dire que prioritairement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme Vincent Collet l'expliquait, il faut rechercher l'utilité pour le groupe, être utile pour le groupe. Donc ça, c'est vraiment important de le mettre en connexion aussi avec ses capacités. J'ai des capacités physiques ou des capacités techniques, et ben, je dois me centrer plutôt sur mon rôle. En tout cas, ça, c'est quelque chose qu'on utilise dans les rôles. Moi, en tout cas, je l'utilisais pour motiver les joueurs avant les matchs en leur reprécisant leur rôle et sur quoi je les attendais. Et les matchs, en tout cas, où on a réussi à performer, où moi, enfin, mon équipe a réussi à performer, à chaque fois, c'est que moi, j'étais plutôt, je trouve, avec le recul, pertinent sur ces rôles-là. Et puis, là où j'ai fait de la contre-performance, souvent, ben, c'est que j'ai mal utilisé cet outil-là. D'accord? L'idée, c'est que chacun trouve sa place à l'intérieur du groupe. Et puis après, ben vous, il faudra remédier et réguler les objectifs individuels en fonction de l'état d'avancement des joueurs. L'idée, c'est pas de cantonner non plus des joueurs dans un rôle qui est très très fermé, en disant toi, t'es grand, tu dribbles pas. C'est absolument pas ça. Mais l'idée, c'est de se mettre sur la valeur qu'il peut apporter à l'équipe et sur quoi il va être fort. Voilà. Tout le monde ne peut pas marquer 20 points. Ça, c'est quelque chose qu'on doit communiquer aussi. Il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres là-dedans. Et plus on sera chez les jeunes, et puis plus les rôles ils pourront être, on va dire, polyvalents. Plus on va monter dans les catégories et dans les niveaux de jeu, et plus les rôles ils vont être plutôt cadrés, on va dire, pour moi en tout cas. Ça, c'est vraiment important parce que ça donne du sens. Et du coup, je pense que ça génère de la motivation aussi par rapport aux joueurs. Donc il y a des joueurs qui en ont besoin, il y a des joueurs qui en ont un peu moins besoin, mais ça permet de mettre du cadre et c'est cadrant en fait, c'est ça l'idée. Voilà. Des questions où on fera à la fin peut-être, Vincent? Je vais essayer d'avancer un peu, il me reste quelques slides. Allez, je te laisse avancer, on prendra les questions à la fin, on fera un échange direct. Ouais, ok. Votre communication en tant que coach, elle est essentielle. Donc écouter, observer, c'est fondamental pour moi. Les entretiens, l'observation, l'échange à tous les entraînements, ça veut dire des entretiens informels à tous les entraînements pour donner des repères aux joueurs sur là c'est bien, là les feedbacks quoi en fait. Donner des feedbacks sur ce que je fais techniquement, mais aussi sur la relation dans le groupe. Voilà. Surprendre, ça c'est important. Euh, Ça, c'est François Brisson qui nous l'a dit. Ça veut dire que pour casser la routine des entraînements, il faut changer un petit peu les formats, changer le point de vue aussi. Ça veut dire, je me mets dans le point de vue de l'entraîneur aussi de temps en temps. Changer les lieux, changer les rythmes des entraînements, ça va apporter un petit peu de dynamisme et de vivacité à l'entraînement. Et puis, ça va réveiller un petit peu l'intellect des joueurs. Structurer, ça c'est important. Ça veut dire que si vous voulez que vos joueurs soient motivés, vous ne pouvez pas arriver en disant ben, je ne sais pas trop ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut non seulement que ce soit préparé, il faut que ce soit pertinent, il faut que ce soit logique, il faut que ce soit communiqué aussi dans la logique, et il faut que vous ne mettiez pas non plus trop d'infos, pas faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Moi j'ai mis beaucoup d'infos aujourd'hui parce que je sais que vous allez avoir le support et que vous allez peut-être revenir dessus, je l'espère pour vous. Mais c'est impossible que vous gériez toutes les infos, par exemple, que j'ai données aujourd'hui. Donc, vous, c'est les joueurs que vous allez avoir en face de vous, c'est important de filtrer les infos que vous allez donner pour être plus impactant, en fait. Être crédible. Donc, on peut être crédible par son expérience et son niveau. C'est-à-dire que Kenny Grant, par exemple, il est peut-être un peu plus crédible que moi quand il va parler de haut niveau. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas vécu un bon niveau, on ne peut pas être pertinent. Si je n'ai pas d'expérience par rapport au niveau, ben, il va falloir que je sois fiable et que je sois pertinent et que je montre que ce que je dis est plutôt efficace. Voilà, et on a plein de fait de haut niveau qui ne sont pas passés par là et qui ont forcé un petit peu les choses par leur pertinence et puis ensuite par leur mode de communication. L'idée, c'est d'être impactant. Et pour être impactant, il faut parler au profil. Les profils dont on a parlé tout à l'heure, ça veut dire aussi qu'il faut utiliser différents canaux. Et ça, c'est essentiel, fondamental. Il y a des gens pour qui le visuel va parler, il y a des gens pour qui juste le fait d'écouter, ça va parler, puis il y a des gens qui vont avoir besoin de vivre les choses. Donc, c'est le dire, le faire, le démontrer, éventuellement écrire. Mais en tout cas, c'est varier un petit peu
les modes de communication pour que ça parle au plus grand nombre, au final. Voilà, donc être impactant. Ça devient prégnant, en fait, maintenant, je trouve, dans la communication avec les joueurs, parce que ils ont l'habitude de gérer plein d'infos, en fait. Donc, c'est important pour vous de varier ces modes de communication. Et puis ensuite, il y a la régulation. Une fois qu'on a dit ce qu'on allait faire, qu'on fait attention à la communication, il va falloir faire ce qu'on a dit. Donc, ça veut dire, pour moi, c'est la différence entre l'animateur et l'entraîneur, c'est l'exigence technique qu'on va mettre autour de ça. Pour autant, l'animateur peut être exigeant sur les parties sociales et relationnelles. Mais en tout cas, l'entraîneur, ce qu'on va attendre, c'est qu'il soit exigeant techniquement. Ça veut dire qu'il ne laisse rien passer, qu'il soit exigeant tactiquement. Ça veut dire qu'on a prévu quelque chose. Moi, je pense que ça, avec mon petit œil d'entraîneur misérable régional, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez en France. Bon, après, voilà, je vous mettrai après quelques vidéos d'Obradovic. Je pense que le ricain qui prend les tirs dans tous les sens n'importe comment, moi en tout cas quand je vois des matchs de Jeep Elite et que je regarde des matchs d'Euroleague, je me dis qu'en fait entre les deux, il y a quelqu'un qui est plus permissif et en Euroleague c'est un peu moins permissif. Bon, voilà, c'est juste une remarque que je me fais en tout cas, mais moi je me retrouve en tout cas plus dans l'Euroleague que dans la Jeep Elite, même si je ne peux pas appliquer ça dans les petits championnats régionaux. L'engagement qu'on y met, l'exigence dans l'engagement, ça veut dire que si on fait de la compétition, pour moi, on ne peut pas se permettre de s'engager à demi-mesure. Et vous, votre rôle, ça va être de recadrer par rapport à ça. Et je pense que le plus important quand on entraîne des jeunes, c'est les exigences relationnelles, l'exigence relationnelle. Ça veut dire que quand on se comporte mal avec quelqu'un, avec le coach, avec n'importe qui, votre rôle, il doit être invariable par rapport à ça. Donc, une fois qu'on a dressé le cadre, si vous faites pas respecter ce cadre-là, vous perdez en termes de crédibilité. Et cette autorité-là et cette exigence-là, c'est aussi le gage de votre réussite, je trouve, et de votre crédibilité. Et c'est pas parce qu'on va avoir cette exigence-là qu'au final, les joueurs vont être moins motivés. Voilà. Après, il y a aussi la forme. Comme on va le faire passer, vous verrez qu'Obradovic, par exemple, je vais vous passer les deux vidéos, j'espère que ça passera. Vous verrez que la forme est des fois un peu compliquée. Est-ce que ça passe là, Vincent? Ça passe là, Vincent, ou pas? Non, moi j'ai rien. T'as rien du tout. Ouais, j'ai rien, j'ai pas de vidéo. Bon, concrètement, je vous ai mis deux vidéos, je vous ferai passer les liens YouTube. La première, c'est Nemanja Bjelica, que vous connaissez peut-être, qui respecte. Il y a 3 minutes de jeu dans le match, un match au Fenerbahçe. Il ne respecte pas les consignes au bout de 3 minutes. Il fait sortir Bjelica, il lui met une pompée. C'est là où la forme, pour moi, elle est un peu trop importante. Par contre, il le sort du banc. Et il lui dit, tu veux pas respecter les consignes, tu sors du banc. Tu es joueur professionnel, tu sors du banc. Donc c'est le paroxysme de l'exigence. C'est un peu trop, ne faites pas ça dans vos clubs vraiment. Mais l'idée, c'est de montrer que tu ne respectes pas les consignes techniques, tactiques ou relationnelles. Tu ne fais plus partie du groupe. Voilà. La deuxième chose, c'est par rapport à votre rôle éducatif. Mike Baptiste, quand Obradovic était au Panathinaikos, Mike Baptiste était le meilleur intérieur de l'Euroleague, d'Europe. Joueur incontesté, je pense. Tu m'arrêteras si je dis des conneries, Vincent, mais en tout cas, c'était l'un des meilleurs rebondeurs et un des meilleurs pivots. Et sur un rebond, il fait tomber un joueur et il lui marche sur la tête. On le voit clairement dans la vidéo. En Euroleague, en fait, il prend un temps mort, il fait venir Baptiste et il le prend par le callback et lui dit maintenant tu vas t'excuser. Et je trouve que ça, c'est la vraie idée que je me fais de l'éducateur sportif. C'est-à-dire qu'on peut aussi dire aux meilleurs joueurs, à n'importe quel moment, qui s'est mal comporté et qui doit aussi rentrer dans le cadre. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. C'est notamment quand on est éducateur sportif, c'est quelque chose qui me semble essentiel. Voilà. Et ça, c'est aussi un gage. Alors sur le coup, les gens, ça va pas faire beaucoup de motivation chez eux. Avec le recul, ils vont se dire, ben, mon coach, il m'a appris à être cadrant, il m'a cadré, il m'a appris à être structuré et à être plutôt une meilleure personne. Et finalement, si on doit retenir quelque chose de tout ça, du rôle de l'entraîneur, c'est pour moi ça la qualité number one qui devra arriver. Voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver finalement
avoir des rouages entre les objectifs et les moyens, d'arriver à mettre des objectifs clairs, d'utiliser les moyens et puis de sans arrêt revenir, recadrer, reparler des objectifs et en utilisant les moyens pour arriver aux objectifs. Donc on est sans arrêt dans ce canevas-là. Dernière chose que je vais aborder, puis après je vous laisserai un peu la parole, parce que j'ai beaucoup parlé, puis j'ai un peu dépassé. Le savoir-être du coach, un, il doit être à l'écoute, on en a parlé. Deux, et ça c'est fondamental, il doit se remettre en question tout le temps. Alors pas non plus inévitablement, c'est pas toujours la faute du coach, mais en tout cas, moi j'ai souvent tendance à dire que quand les gamins ne font pas les choses correctement, c'est que le coach les a mal exprimés ou mal emmenés. Voilà. Et souvent, le jeune coach, lui, il a tendance à faire quoi? À taper tout de suite sur les gamins, en fait. Et ça, c'est générateur d'amotivation, en fait. Mais quand le coach se remet en question, on peut dire aussi aux joueurs, je me suis trompé. Moi, je vois pas de contre-indication au fait de dire aux joueurs, je me suis trompé, je pensais que ça, c'était bien. Ou j'étais un peu dur sur la forme. Ça m'est arrivé l'année dernière où j'avais été exécrable avec les gamines et je suis revenu les voir après en leur disant, je m'excuse, hein, j'étais pris par un peu trop d'émotions. Enfin, il n'y a pas il y a pas de vérité par rapport à ça, quoi. Après, ça dépend aussi du niveau auquel on est, hein. Quand on a les agents de joueurs derrière, c'est un peu plus compliqué, mais la remise en question, elle est vraiment importante. Il faut être cadrant, j'en ai parlé, je ne reviens pas dessus. Il faut vous avoir envie pour donner envie. Ça veut dire que si vous êtes apathique, que vous venez, que vous pestez sans arrêt, que vous ne préparez pas vos entraînements, que vous êtes en retard, ça ne donnera pas envie, c'est sûr. On joue comme on s'entraîne, on joue comme on est entraîné. Ça veut dire que je ne peux pas demander aux joueurs d'être motivés si moi je montre et je prouve par mes actes ou par mon image que je ne suis pas motivé. Du coup, il faut être exemplaire. Le rôle du coach, notamment chez les jeunes, c'est l'exemplarité. Vous ne pouvez pas demander aux joueurs d'arriver à l'heure si vous arrivez en retard. Bon, c'est un truc tout bête, c'est bateau, vous l'avez déjà entendu 1000 fois, mais ça paraît évident, mais peut-être un peu moins, de moins en moins maintenant. Moi, je vois, enfin, en tout cas, je constate que ça, c'est important pour les joueurs. Il faut être juste, on en a parlé. Et il faut être une boussole. Alors, c'est quoi la boussole? Ça veut dire c'est montrer la direction. Montrer la direction sur la gestion de mon équipe, mais aussi sur le projet plus tard du gamin. Et puis, pas mentir. Moi, je mange jamais aux joueurs. Des parents qui viennent me voir me disent, mais pourquoi ma fille, elle joue pas? Mais votre fille, elle joue pas parce que pour le moment, elle est pas bonne, en fait. Sur tel point, tel point, tel point, elle est pas bonne. Pourtant, elle s'entraîne. Pourquoi mentir, en fait? Pourquoi mentir aux joueurs? J'y vois aucun intérêt, en fait. Voilà. Les références. euh, La première référence que je trouve vraiment intéressante, c'est Le règne des affranchis de Claude Onesta sur le handball. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé vraiment intéressant. Alors c'est un autre niveau avec les profils aussi, mais il y a vraiment des clés qui sont intéressantes. Je suis en train de lire actuellement Le secret des All Blacks là, de James Kerr. Donc je crois que c'est 10 ou 15 comment dire, 10 ou 15 leçons de vie par rapport au All Black. C'est vraiment hyper intéressant. Ensuite, la troisième chose que j'ai utilisée, que vous irez revoir, et puis vous verrez les profils dedans. L'idée, c'est de voir le fameux discours d'Al Pacino dans L'Enfer du dimanche. Et en fait, vous allez voir que si j'avais eu du temps, un peu plus de temps, et que j'étais en présentiel, on aurait fait cette vidéo et on aurait pu déterminer que le discours d'avant-match, de motivation d'avant-match, il va reprendre point par point en fait tous les profils que je vous ai cités. Donc ça veut dire qu'on parlait de VAK, là, visuel, auditif, kinesthésique, et puis de toucher les gens avec les ressorts qu'ils utilisent. Et ben, vous irez voir ce discours que vous connaissez sûrement, et vous essaierez de le relier en fait au profil que je vous ai présenté. Et puis hors sujet, je vais me faire un peu d'autopub. Voilà, je vous ai mis, c'est les deux bouquins que j'ai traduits là avec mon collègue. C'est des bouquins d'entraînement. On en parlera peut-être après. C'est des bouquins qui sont en ligne, qui sont achetables en ligne avec. Vous avez 1000 exercices en tout de basket. Donc ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je vous fais un peu d'autopromo. Voilà, Vincent. Je voulais finir aussi par une petite citation. Voilà. D'Eisenhower, c'est la motivation, c'est l'art d'amener les gens à faire ce que vous voulez qu'ils fassent parce qu'ils veulent le faire.
Je trouve ça assez profond parce qu'en fait, l'idée, c'est de transcender les gens sur leur propre objectif et puis qu'ils aient la sensation qu'en fait, ils ont fait les choses parce qu'ils le voulaient, mais en fait, c'est vous qui avez tiré les ficelles derrière. Voilà, je trouvais ça assez pertinent et tellement criant de vérité pour le travail de coach. Voilà. Merci Seb. Si vous avez des questions, je vous invite à lever la main dans la conversation et les poser en direct. Bon, je sais que le format, je suis désolé du format, mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué de travailler sur de l'interaction. Là, c'était un format déroulé. On a déroulé un petit peu le PowerPoint. L'idée, c'est que vous reveniez dessus après pour aller chercher quelques outils, échanger. Bon, voilà, il y a... J'ai trois mains levées. Alors, Ouais. je ne sais pas si c'est dans l'ordre, mais on va commencer par Julien. Julien, je te laisse activer ton micro et poser ta question à Sébastien. Ouais, puis la caméra aussi, s'il veut, ce sera un peu plus vivant que... Je suis en caméra depuis tout à l'heure. Julien. On t'écoute. Vous m'entendez? Yes. Vous m'entendez, c'est bon? Ah, vous m'entendez? Oui. Ouais, très bien. Ah, ok, super. Merci Sébastien pour ton intervention. J'ai une question, enfin, des seniors. Et au niveau de la motivation, effectivement, j'ai par moment des pertes de motivation étroitement liées avec un joueur killer qui a été clairement identifié selon tes préceptes. Le problème qu'il y a, c'est que très souvent, mon groupe peut exploser à cause d'une interaction mais négative de ce joueur-là. Alors qu'il va apporter énormément au niveau technique, en match, à l'entraînement. Il est capable d'encadrer des joueurs mauvais, entre guillemets, je vais utiliser le mot mauvais. Mais derrière ça, il a des réactions qui font que tout le monde pète un câble. Et vraiment, c'est extrêmement lourd à gérer. Maintenant, quelle est toi ta position, ou est-ce que tu as déjà été confronté à ce problème-là, et quelle est ta façon de l'aborder? Parce que moi j'ai essayé plusieurs trucs, c'est compliqué. Bon, j'ai pas de recette miracle, hein, ce qui est sûr. Après, ce joueur killer-là, il faut qu'il soit conscient, en fait. Je pense que le filmer, et le remontrer lui juste individuellement en tête à tête, parce que le killer, il n'acceptera pas, par exemple, que tu le mettes en vidéo devant tout le groupe. Ou alors, ça va être roulette russe, hein. C'est-à-dire, soit tu vas le perdre à jamais. Voilà, donc peut-être toi le filmer sur ses réactions, qui sont des fois disproportionnées, et lui montrer en tête à tête en disant, est-ce que tu te rends compte, en fait, de l'attitude que tu as? Parce que je pense que souvent, les joueurs, ils sont tellement pris dans cet aspect de compétition et de vouloir gagner qu'ils en deviennent, en fait, comment dire, plus conscients du langage corporel, du langage qu'ils peuvent avoir. Donc, moi, à mon sens, c'est d'arriver à le filmer et puis lui montrer, après en tête à tête, sur un temps reposé, en disant, tu vois, cette attitude-là, il faut que tu arrives à lutter contre ça. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est le groupe, plutôt que le groupe pète un plomb, il faut à un moment donné que lui, il arrive, une fois qu'il a identifié les situations où il n'était pas bon, il faut que le groupe soit en capacité de réagir contre lui, et pas uniquement toi. Parce que ça aura beaucoup plus de poids si ça vient du groupe que si ça vient de toi. Pour autant, toi, tu dois quand même avoir un rôle régulateur par rapport à lui, en disant non, là, la frontière, fixer le cadre et lui dire là, la frontière, elle a été dépassée. Et ça, c'est pas possible. Et après, il faut effectivement que le groupe, il arrive un petit peu à lui dire aussi quand c'est bien. Et ça aussi, c'est important, parce que on voit souvent les comportements déviants, mais on voit pas toujours les comportements qui sont bien. Donc tu l'as dit, s'il est encadrant, là, il faut le valoriser, mais il faut surtout le recadrer, toi, en ayant des outils tangibles. C'est pour ça que je dis la vidéo, ça me semble vraiment pertinent, et il faut que le groupe il soit en capacité de lui dire avec bienveillance qu'il il déborde le cadre. J'ai répondu à ta question ou... Très bien, merci. Merci beaucoup. Mais je pense que lui,
Je suis pas psychologue. En tout cas, j'ai un killer à la maison, hein, moi, tu vois, qui pestait après l'arbitrage, qui pestait après les coéquipiers. Et on a fait, moi, avec mon gamin, en tout cas, on a fait énormément de travail vidéo en lui montrant. Et lui, en fait, il tombait des nues quand il se voyait, par exemple, il y a 2 ans, applaudir sous le nez d'un arbitre parce qu'il avait pris un coup de sifflet, tu vois, par exemple, dans les 30 dernières secondes. Celle-là, je te la donne, hein, c'est cadeau. Donc, et lui, en fait, il est tombé des nues en disant, mais c'est pas possible que je me comporte comme ça, en fait. Et du coup, tu vois, c'est d'arriver à le recentrer sur sa capacité, lui, à gérer ses émotions aussi. Parce que c'est ça qui est central. On en avait discuté, Vincent saura de qui je parle, avec Lorraine, la psy du pôle, sur souvent ce qui est important chez les killers, c'est d'arriver à gérer ses émotions et à se détacher de cette notion de résultat à tout prix. Pour lui, en fait, si le résultat n'est pas là, il a l'impression d'être dans une petite mort, tu vois. Donc c'est important d'arriver à le recentrer, à le remettre sur terre, et puis qu'il prenne conscience de ses actes, en fait. C'est ça qui est important. Et, ok, bon bah écoute, merci. On va essayer d'appliquer ça. Qui est-ce qui veut prendre la parole, Stéphane? Allez, Julie, j'y vais. je te laisse baisser ta main. Stéphane, à toi. Ouais. Est-ce que, déjà bonjour tout le monde, est-ce qu'on doit composer nos groupes pendant la période du mois de mai-juin pour trouver un équilibre entre ces 4 types de joueurs? Je comprends pas ta question, en fait. Est-ce que pendant qu'on recrute sur les mois de mai-juin ou qu'on compose un groupe en sortant des garçons ou d'autres, est-ce qu'on doit composer un groupe pour trouver un équilibre parmi ces 4 types de joueurs ou est-ce que ça peut nuire qu'il y ait trop de killers ou trop... Alors c'est certain que les profils psy, à haut niveau, ils sont pris en compte. On est en plein dedans. Deschamps, il devrait prendre Benzema. Ah ouais, mais si Deschamps met Benzema dans le groupe, on sait tous, vous et moi, qui ne sont jamais champions du monde. Donc, effectivement, si vous faites du recrutement, moi, je ne suis pas spécialiste de ça, parce que c'est quelque chose que j'ai rarement fait. En tout cas, moi, je prendrai en compte la gestion psychologique des joueurs et les profils psychologiques des joueurs pour ne pas mettre le loup dans la bergerie. Ça, c'est certain qu'au mois de mai-juin, il faut quand même quelques évaluations psychologiques. Je suis effaré, je dis bien effaré, de voir en France on est dans un retard, on est dans un retard pharaonique sur ça. C'est-à-dire qu'on va rentrer des joueurs sur des vidéos et à aucun moment on a d'évaluation psychologique des joueurs. Alors, il y a des clubs qui le font, hein, mais en tout cas, de ce que moi j'ai vu, j'ai fait des tests d'entrée de centres de formation pour mon gamin. À aucun moment on a vu d'évaluation psychologique et d'entretien psychologique sur le gamin. Sa capacité à s'entraîner, sa capacité à gérer des infos, son mordant pour l'activité, sa capacité à socialiser. J'ai vu pendant des années, je n'aime pas tirer sur l'ambulance, mais on rentrait des gamins dans des structures de pôle sans avoir fait aucune évaluation psychologique de ces gamins-là. Et moi, je trouve ça effarant. Donc oui, si tu as recruté des joueurs, moi, en tout cas, ces profils, c'est quelque chose qui me paraîtrait pertinent de voir. Et ça, on peut le voir sur des... Vous faites venir des joueurs sur des tests, vous les faites les tests sur le terrain, et puis après, ben, vous pouvez faire la petite taxonomie de Bartle, là, le petit test pour voir un petit peu le... Alors attention, parce que les tests, il y a des gens intelligents, ils peuvent aussi un petit peu les contrecarrer. C'est assez facile, hein, on voit quand même assez vite les ficelles des questionnaires, mais moi, ça me semble essentiel. Ok, je te remercie, merci beaucoup. Merci. Eva, à toi la parole. On va prendre encore 2 questions, je pense. Donc Eva et Arnaud qui ont levé la main et puis ça sera bien. Du coup, bonjour. Moi, c'était plus par rapport à un joueur un peu comme Julien, sauf que moi, c'est pas un problème avec les killers, bizarrement. C'est plus avec un joueur qui est à la fois achiever et explorer, dans le sens où il est vraiment dans son monde et il est frustré quand il n'y arrive pas jusqu'à se décourager et à inventer des blessures. Du coup, c'était pour savoir comment réussir à le remettre un peu dans le groupe, vu qu'il est très nonchalant. Quand j'ai fait quelques entretiens, quand on a parlé, lui et moi, on voit très bien qu'il est motivé et tout ça, sauf que en fait, le groupe n'arrive pas du tout à le voir. Et du coup, c'est pour savoir comment faire pour l'intégrer plus facilement et que le groupe voit sa motivation.
Lui, encore une fois, c'est ce que j'ai mis dans les slides, tu vois. Ce qui est important pour lui, lui se focalise sur le résultat, en fait. C'est-à-dire, j'y arrive pas et en fait, je suis nul, j'y arriverai jamais. Mais en fait, c'est le chemin qui est important. Lui, il faut lui dire que le travail qu'il propose, le fait de persévérer aussi, ça va être important. C'est-à-dire qu'il va être en échec jusqu'au moment où il va être en réussite. Après, il y a du travail à faire sur la socialisation de cette personne-là, de cet artiste-là, là, qui est un petit peu nonchalant et qui a du mal à communiquer. Donc il faut arriver aussi à trouver la porte d'entrée, à trouver les affinités qu'il peut avoir dans le groupe pour que les affinités puissent le ramener vers le groupe. Tu vois ce que je veux dire? Dans du travail collectif, il faut essayer de le mettre un petit peu avec chacun. On peut aussi communiquer avec les joueurs. Moi, j'utilisais beaucoup des joueurs relais. Des joueurs relais sur le terrain qui disaient, lui, tu vois, en fait, il a besoin d'être valorisé. Donc, quand il fait bien sur les matchs, même s'il rate, si le choix il est bon, il faut que tu ailles lui taper dans la main et que tu le félicites. Voilà. Et la deuxième chose, c'est la tâche. Il faut continuer à le valoriser sur la tâche quand il fait bien sur la tâche. Voilà. Ok. Et après, encore une fois, c'est la gestion de la frustration, là. Tu me dis qu'en fait, quand il n'y arrive pas, il se stresse, et puis après, il s'invente des blessures, etc. Il faut le mettre face à sa responsabilité sous des formes d'entretien. Lui dire, écoute, moi j'ai bien vu que tu n'as pas de blessure, j'ai bien vu qu'en fait c'est plus facile pour toi de dire j'ai une blessure, et puis en fait c'est pour ça que j'y arrive pas. Donc ça, il faut lui dire, et puis essayer de trouver des solutions ensemble. Et là, il va falloir que toi, tu sois, à mon sens, très proche de ce joueur et beaucoup dans les feedbacks et dans la communication. Ok, super. Merci. Voilà. Alors moi, j'aurais fait comme ça, en tout cas. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Merci Seb. On prend la dernière question, celle de Arnaud. Oui, bonjour. Merci pour l'intervention déjà. J'avais une question sur les… Tu parlais des rôles à définir dans l'équipe pour que chacun trouve sa place. Je trouve ça assez, entre guillemets, assez facile avec des rôles très spécialisés en senior. Je voulais savoir si tu avais des exemples, par ton expérience, de rôles à donner chez des jeunes quand on cherche à développer une forme de polyvalence, en fait. Quel rôle ça va être chez des jeunes en U15, par exemple? Alors, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'en fait, c'est un dosage. Ça veut dire qu'il faut arriver à ce que les gamins intègrent qu'ils ont le droit de tout faire. C'est-à-dire qu'un grand, il a le droit de dribbler, il a le droit de tirer à 3 points, etc. Mais tout est histoire de dosage, en fait. C'est-à-dire que prioritairement, par exemple, moi j'ai eu un grand là qui faisait 1,90 m, là, un grand black il y a quelques années, il aimait bien tirer de loin. Et moi, je l'ai laissé tirer de loin, il n'était pas efficace. Je lui ai dit, tu es autorisé à prendre des tirs de loin, mais prioritairement, là où tu seras fort et là où tu vas te mettre en valeur, c'est en t'emmenant près du cercle. Donc, je ne t'interdis rien, mais je préfère te dire que la fréquence avec laquelle tu vas tirer, elle me paraît plus pertinente près du cercle. Au final, il a pigé ça, il prenait. Alors, j'ai pas quantifié, et je voulais absolument pas quantifier le nombre de tirs je sais, j'aurais pu lui dire, bah, tu prends 2 tirs extérieurs et tout le reste dedans. Puis en fait, s'il avait 5 tirs extérieurs ouverts qu'il pouvait prendre, c'était un peu couillon, je trouve, de lui donner un numéro. Donc l'idée, c'est d'être dans la nuance et lui faire comprendre là où il va être fort, là où il va l'être un peu moins, en n'interdisant jamais rien. Voilà, je sais pas si je suis précis dans ce que je te propose. Il faudra effectivement mettre plus de nuances chez les jeunes. Voilà. En tout cas, il ne faut pas les enfermer dans un rôle ou dans un poste de jeu très précis, hormis peut-être la main, quelque chose à mon avis qu'on peut très vite déterminer. Mais l'idée, c'est la notion de proportion. L'année dernière, par exemple, en sélection, j'avais un gamin qui, dès qu'il avait un ballon, tirait. Et je lui ai dit, écoute, je te sanctionnerai à partir du moment où les tirs sont pas bien pris. Voilà, ça veut dire que si. Et par contre, je lui ai filé des repères. Tu vois, il faut aussi filer des repères. Donc, c'est un travail de longue haleine, hein. C'est pour ça qu'en sélection, c'est un peu plus compliqué. Voilà, faut jamais, pour moi, chez les jeunes, il ne faut jamais rien interdire, mais arriver à fixer un rôle avec une notion de dosage. Et c'est ça qui est pas évident. Ok, merci bien. Voilà. Merci Seb pour Bah, écoute, ta disponibilité, pour